tomber le client de son piédestal. Bonjour Jean-Baptiste Suquet. Bonjour. Jean-Baptiste Suquet, vous êtes professeur à Neoma Business School et donc un article coécrit avec Aurélien Rouquet, professeur également à Neoma Business School, publié dans Human Relations. Je vais donner le titre en anglais. Knocking Sovereign Customers off their pedestals. Point d'interrogation. When contact staff educate, amateurize and penalize deviant customers. C'est vrai que le client, on a toujours l'image du client roi, du client à satisfaire, du client, etc. Vous prenez le problème à rebours, vous dites attention, le client, il est parfois insupportable. Si je résume. C'est ça le motif de votre article? Effectivement. Alors peut-être une précision, c'est que ce n'est pas un article réquisitoire contre les clients. Ça se veut plus une interrogation, une réflexion pragmatique sur les limites du pouvoir du client. En fait, quand on regarde la littérature en gestion, on voit quelque chose qui est présenté beaucoup comme un mythe, qui est le mythe du client roi, justement. C'est-à-dire un récit qui est vu comme légitime, qui n'est pas questionné par les acteurs dans les organisations et qui installe le client comme la finalité de tout et donc potentiellement comme quelqu'un qui peut se permettre tout. Et il se trouve que depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de travaux un peu critiques sur ces questions, et notamment qui pointent du fait les comportements parfois inacceptables de certains clients. Et la question est que ces comportements ne sont pas forcément des épisodes isolés du point de vue des acteurs au contact, mais constituent parfois une réalité très récurrente, assez fréquente en fait de leur travail au contact des clients. Et donc la question que ça pose, c'est comment est-ce que ces acteurs peuvent mettre des limites et réagir et éventuellement dire stop à des clients allant dans ce cas-là, à l'encontre du mythe du client roi. Et c'est la question qu'on voulait se poser dans cet article. Et évidemment, on pense à l'enfant roi aussi. Et finalement, Oui, comme l'enfant s'éduque, le client peut être s'éduque. Mais on imagine que ce n'est pas simple, en termes de recherche, de travailler sur un tel sujet. Alors, c'est pas simple parce que c'est une question assez sensible. C'est-à-dire que les entreprises vont critiquer leurs propres clients. Alors, ça peut être un peu l'enjeu. Et certaines entreprises, effectivement, peuvent être assez frileuses par rapport à ce qu'elles pourraient percevoir comme quelque chose d'assez risqué, finalement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense qu'il faut souligner que c'est une étude qui a été rendue possible par une belle collaboration avec la marque, qui est l'association de management des réclamations clients, et avec laquelle on a pu collaborer, alors évidemment pas avec tous leurs adhérents, mais avec quelques entreprises qui s'étaient portées volontaires. Et en fait, on a pu mener cette étude et cette réflexion vraiment intéressante sur les limites du client roi autour de deux mots-clés. Deux mots-clés qui tenaient dans la proposition sur laquelle on s'était mis d'accord avec la marque, qui était une proposition de réfléchir à la façon dont les organisations géraient les réclamations déviantes de leurs clients. Et là-dessus, en fait, on a deux mots-clés, je pense, qui sont importants. Il y a d'une part réclamation, d'autre part déviance. La réclamation, elle est importante parce que ça nous place dans un contexte, en particulier dans cette association, qui promeut une bonne gestion des réclamations, à l'écoute et au service des clients, parce que justement, on est en train d'échanger avec des acteurs du monde de l'entreprise qui sont assez proches de ce mythe du client roi, qui y adhèrent en grande partie, pour la bonne et simple raison que leur rôle dans les entreprises est justement de porter la voix des clients et de rendre légitimes les plaintes des clients, de travailler pour améliorer les processus, etc., et mieux servir les clients. Et malgré cela, on a rencontré des acteurs au sein de cette association qui justement nous disaient on essaye de le faire, on fait ça du mieux possible, mais malgré tout, il y a des moments où il y a une ligne rouge, on ne peut pas aller plus loin. Tel client a été raciste avec un de mes collaborateurs, c'est juste inacceptable. Et donc, ils posaient eux-mêmes la question de ces limites, et c'est ce qu'ils nous ont proposé, c'est ce qu'on leur a proposé. On s'est rencontrés sur cette possibilité de travailler sur les limites. Et c'est là que le deuxième mot-clé, il est intéressant, je pense, c'est que la notion de déviance, alors c'est un mot qui fait beaucoup réagir, d'où toujours ce sujet un petit peu tendu, parce qu'il y a une charge morale potentiellement, une connotation, un jugement moral possible. Mais justement, cette question de jugement, ce jugement est particulièrement intéressant parce qu'il amène à se poser la question de ce qui est déviant et de ce qui ne l'est pas, du coup en creux de ce qui est la norme et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Donc justement, ça nous permettait vraiment de problématiser la question des limites dans le cadre d'une relation avec un client pour le personnel en contact. Très bien. Alors évidemment, maintenant les résultats, les réponses que vous avez identifiées. Les réponses, oui. Les réponses, on en a identifié 4 sur l'ensemble des entreprises qu'on a pu étudier et, en menant des interviews, en faisant des observations terrain, en analysant les documents, etc. On a 4 réponses. Une première, qui est une réponse qui consiste à tolérer. Donc la tolérance, c'est, finalement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être identifié comme déviant, mais en même temps, on voit une grande ambivalence parce que finalement, on l'excuse. C'est-à-dire que le client, il va trop loin, mais en même temps, on peut le comprendre, mais il va trop loin. Enfin voilà, dans les verbatims qu'on peut avoir, c'est quelque chose de très ambivalent qui amène finalement, en fait, les acteurs de terrain à ne pas vraiment sortir du mythe. Ils tolèrent. Et puis il y a 3 autres réponses qu'on a remarquées qui sont intéressantes parce qu'elles, pour le coup, s'inscrivent en rupture. Première réponse,
vous y avez déjà fait allusion, c'est l'éducation. On va donner des informations, on va donner des codes à des clients qu'on voit comme étant potentiellement pas suffisamment civilisés, on pourrait dire, c'est un terme un peu fort, socialisés en tout cas aux us et coutumes de l'entreprise ou de la vie sociale en général, sur des questions de civilité par exemple. Et donc là, on va chercher à les éduquer en leur réexpliquant de façon pédagogique la bonne façon de se comporter. Il peut y avoir une deuxième réponse, c'est la réponse dite de l'expertise. Là, la question, c'est de se dire, finalement, il y a quand même une asymétrie, et il ne faudrait pas que le client l'oublie, une asymétrie en termes de connaissances. Un produit est particulièrement technique, il a une certaine complexité, il faut quand même que le client se rende compte qu'il est juste un amateur et qu'il y a des experts, qui sont des professionnels, et donc on va porter la réclamation sous le jugement de ces professionnels. Et puis il y a une troisième réponse, qui est une réponse qui est celle de la sanction, qui se veut peut-être un petit peu plus policière, on pourrait dire. En tout cas, l'idée, c'est de discipliner les clients par rapport à des comportements qui sont inacceptables. On peut penser tout simplement à des comportements de violence, par exemple, où là, on a tout l'appareillage policier, légal, etc., qui va justement amener à dire stop, voire à se séparer de certains clients. C'était vraiment les réponses les plus extrêmes qu'on trouvait. Et pour chacune de ces réponses, en fait, on a essayé de travailler aussi de façon un peu contingente, en se demandant dans quelle situation elles étaient appropriées. Parce que finalement, il n'y avait pas une entreprise, une réponse. C'était un peu plus compliqué que ça. Et donc, on voyait des entreprises qui mobilisaient un panel de réponses plus ou moins adaptées. Alors évidemment, à certains de leur contexte, quelle est leur gamme de produits, quels sont leurs types de clientèle, quelle taille ils peuvent avoir comme entreprise. Et puis, ces entreprises-là, du coup, elles essayaient de combiner un petit peu ces différentes réponses-là, qu'on voyait selon les situations, plus ou moins fréquentes, plus ou moins dominantes. Et puis par ailleurs, on a aussi travaillé sur, et ça, pour ça il faudra lire l'article, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, travailler sur les ressources qui sont mobilisées par les acteurs au contact, donc ces acteurs opérationnels dont on a essayé de comprendre les réactions, pour que ce soit opposés à ce mythe du client roi, d'autres contre-mythes, comme le mythe du professionnel, par exemple, versus l'amateur, ou le mythe du sauvage, auquel j'ai fait référence par rapport à celui qui est civilisé, etc. Toutes ces ressources-là, y compris les ressources organisationnelles aussi en termes de process, etc., qui permettent justement d'installer de façon satisfaisante et efficace ces réponses organisationnelles. Parfait. Alors évidemment, on imagine que selon les secteurs, selon les pays potentiellement, ce client qui voice un peu, voilà, c'est pas les types de réponses ne doivent pas forcément être les mêmes. C'est les principales perspectives de travail de votre recherche. C'est ça les hypothèses Oui, alors c'est quelque chose qu'on a déjà constaté sur l'échantillon d'entreprises, qu'on avait de certaines entreprises qui avaient une clientèle internationale et dont on voyait déjà ces différences culturelles, ne serait-ce que sur les établissements français, des clientèles qui venaient de différents pays et qui se comportaient de façon différente. Donc la question culturelle, elle est apparue, elle est très clairement importante et évidente à poursuivre. On a aussi évidemment des appareillages légaux qui ne sont pas les mêmes, évidemment selon les pays, donc toutes ces questions-là sont à travailler. Je pense que là-dessus, je parlais de perspective contingente à l'instant, je pense que ce qui peut être important, c'est effectivement de percevoir ce travail qu'il y a à faire comme une sorte de travail de cartographie, un peu un mapping de l'ensemble d'un espace des possibles en matière de relations clients et de comment les organisations peuvent gérer cette relation client et la transformer. Et je pense que, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas une entreprise, une réponse et que ce n'était pas si simple que ça. Le corollaire de ça, c'est que finalement, pour une entreprise, il y a une nécessité de s'interroger de façon très régulière sur les transformations, l'évolution de sa relation client. Et il ne s'agit pas de le dire d'une façon peut-être un peu plus fréquente et à la mode en termes d'omnicanal ou de façon de s'adresser aux clients, digitalisation, etc. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond peut-être, au sens où c'est s'interroger sur qui est le client pour vous, entreprise, quel rôle vous attendez, comment vous le définissez et quel comportement vous attendez de lui. Et là, de nouveau, je pense que je parlais du mot de déviance, qui en tant que tel est assez chargé en fait, et du coup est très intéressant comme catalyseur. On a vu parfois sur le terrain des vraies difficultés à ne serait-ce que pouvoir faire accepter qu'on utilisait le mot déviance. Parce que pour beaucoup d'acteurs, c'est quelque chose d'inacceptable au sens où non, mes clients ne sont pas déviants. Parfois parce que c'est tel type de client, non, ce sont des personnes âgées, ils ne sont pas déviants parce qu'ils sont âgés, d'accord ? Ou alors non, ils ne sont pas déviants parce que nous, en fait, on fait de la réclamation, etc. etc. Et justement, ce mot-là, on l'a maintenu parce qu'il était très intéressant pour saisir les limites de ce qui est acceptable ou pas. Parce qu'en creux, de nouveau, ça amène à s'interroger sur quelles sont les normes de notre relation client. Et ces normes, en fait, elles se transforment très régulièrement. Le Covid, un exemple très très récent et assez extrême, mais du coup qui met bien le projecteur sur à quel point est-ce que très rapidement, en l'espace de quelques mois, tout un ensemble de comportements attendus, peut-être jamais questionnés,
peut-être très implicites, peuvent être mis vraiment sur le devant de la scène et poser des questions très fortes et très radicales aux entreprises sur comment est-ce qu'elles se comportent avec leurs clients. Par rapport à ça, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est justement continuer à la fois ce travail de cartographie, ça c'est voilà, pour l'approche contingente, mais puisque justement il y a un espace des possibles, accompagner les entreprises, et ça c'est plus une piste en termes de méthodologie, sur le sense-making en fait, de leur relation client et la capacité à les transformer, à l'adapter pour être capable d'avoir à un instant T une relation client qui corresponde à leurs besoins, à ce qu'ils souhaitent avoir, à leurs valeurs, à leur stratégie, etc. Casser le mythe du client roi pour repenser La relation client. la relation Exactement. client. Merci Jean-Baptiste. T'en prie.